Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Je vous souhaite une excellente année 2023, qu'elle soit prospère, qu'elle soit heureuse, qu'elle vous réussisse et vous épanouisse. Et pour ce premier numéro de 20h l'invité de l'année, comme chaque mois pendant une heure, on tente de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi ce soir, comme d'habitude, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Au programme ce soir, Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, est notre observateur de l'actualité. Nous lui demanderons notamment ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois de décembre et qui est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, vous le savez maintenant, vous avez droit à 2 sessions de Face à la bande. Notre premier invité à 20h07 est le député MoDem de la 4e circonscription du Calvados, Christophe Blanchet. Nous lui demanderons s'il craint le retour d'un mouvement d'ampleur comme les Gilets jaunes avec la réforme des retraites qui arrive ce mois-ci. Et à 20h27, c'est le député du Nord, Hugo Bernalici, que nous recevons. Un député La France Insoumise. Avec lui, nous reviendrons bien évidemment sur les tensions au sein de son parti depuis le départ de Jean-Luc Mélenchon et depuis l'affaire Quatennens. Et les filles, un parti au bord de l'implosion. La réponse dans un instant. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités. Posez-leur des questions puisque vous êtes le 6e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions. Et si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction et on est en direct bien évidemment. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend en ce début d'année 2023? La réponse avec Quentin Leport. L'agenda politique. Bonsoir Quentin Leport. Bonsoir Benjamin. On commence avec le retour des Gilets jaunes qui appellent à manifester demain partout en France et notamment à partir de 11h à Paris. La mobilisation doit partir de la place de Breteuil dans le 7e arrondissement pour se rendre à Bercy en passant par Denfert-Rochereau et la place d'Italie. Les revendications portées sont l'opposition à la réforme des retraites, l'utilisation répétée de l'article 49.3, la hausse du prix de l'énergie, du carburant et de manière générale de l'inflation. Un événement a été créé sur Facebook par les organisateurs et s'intitule Tous dans la capitale le 7 janvier. Pour l'heure, le groupe possède 1500 membres. Un éventuel retour des Gilets jaunes a fait l'objet de dizaines de milliers de tweets ces dernières semaines. Et un rendez-vous donné aux Français avec Emmanuel Macron aura lieu demain soir. C'est la diffusion sur France 2 de l'entretien télévisé avec le président de la République dans le cadre des rencontres du Papotin. Emmanuel Macron va devoir répondre aux questions atypiques des journalistes du Papotin et se livrer dans un échange loin des codes habituels de l'interview politique. Le 10 janvier, l'exécutif présente enfin sa réforme des retraites. Une date reportée par le chef de l'État lors d'une annonce en décembre dernier à la surprise du monde politique et syndical. Cette réforme permet de passer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, voire à 65 ans en 2031 avec un départ progressif de 4 mois par an. Les premiers concernés par le recul de l'âge de départ est la génération née au 2e semestre 1961. Et pour les régimes spéciaux, c'est fini. Ceux qui en bénéficiaient étaient par exemple certains fonctionnaires comme ceux travaillant à la RATP. L'instauration d'un montant minimum de pension pour les retraités qui ont effectué une carrière complète est également prévue dans le projet de réforme. Ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans pourront partir 4 années avant l'âge légal de départ en retraite. Bien que ces mesures restent celles privilégiées par l'exécutif, Elisabeth Borne, la première ministre, a déclaré sur France Info mardi que la piste des 65 ans ne constitue pas un totem. Les opposants à ce projet majeur du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron ont déjà annoncé se préparer à lutter contre. La CFDT a, elle, d'ores et déjà prévenu qu'elle se mobilisera si l'âge légal de départ en retraite passe à 64 ou 65 ans. Grand moment pour le Parti Socialiste le 12 janvier avec l'élection du premier secrétaire. 3 candidats s'affrontent, Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin et Olivier Faure, le candidat sortant. Le premier tour réservé aux adhérents se tient le 12 janvier. Un second tour devra départager les 2 finalistes le 19 janvier avant le congrès du 25 janvier à Marseille. Olivier Faure est un fervent partisan de la NUPES pour laquelle il a largement œuvré. Nicolas Meyer-Rossignol estime, lui, que ce cadre politique est utile mais qu'il n'est pas suffisant ni durable pour gagner. Hélène Geoffroy a quant à elle promis de son côté, en cas de victoire, de suspendre la participation du PS à la coalition de gauche. Et enfin, le projet de loi immigration sera présenté en Conseil des ministres courant janvier à une date inconnue pour le moment avant d'être débattu à l'Assemblée nationale. Le texte contient des mesures qui visent à rendre plus efficaces les procédures d'expulsion. Il comporte aussi une réforme du système d'asile pour accélérer l'examen des demandes ainsi que quelques mesures en faveur de l'intégration. Il propose également l'obligation de quitter le territoire français dès le rejet d'une demande d'asile en première instance. Enfin, le texte porte la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, c'est-à-dire ceux qui manquent de main-d'œuvre. Merci Quentin Leport, on vous retrouve le mois prochain.
l'agenda politique. 20h06 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard, est notre invité. Il est notre observateur de l'actu. Vous connaîtrez ce qu'il retient de l'actualité du mois. Avant ça, accueillons notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Christophe Blanchet, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député MoDem du Calvados. Plus jeune, vous avez notamment été patron de boîte de nuit. Aujourd'hui, vous êtes commerçant. En 2017, vous êtes élu pour votre premier mandat à l'Assemblée nationale sous la bannière En Marche. Vous mettez fin à 22 années de suprématie de Nicole Hamelin, renvoyant l'ex-ministère de Jacques Chirac à ses activités internationales. 3 ans plus tard, Christophe Blanchet, vous quittez La République En Marche pour rejoindre le MoDem de François Bayrou. Vous faites partie du 15 parlementaire, l'équipe de rugby formée par des membres de l'Assemblée nationale, et vous avez même réussi à décrocher en 2019 une médaille lors de la Coupe du monde de rugby parlementaire qui se tenait au Japon. Et en 2022, vous êtes réélu à votre poste de député. Et pour cette première partie de Face à la bande, Christophe Blanchet, Axel Rebaud ouvre le bal. Christophe Blanchet, on a le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, qui annonce que les syndicats combattront la réforme des retraites. Vous avez peur d'un nouveau mouvement Gilets jaunes ? Bonsoir à tous, face à la bande, d'avoir tous mes meilleurs vœux évidemment. Merci pour ce portrait, vous êtes bien renseigné sur moi et au moins il est fidèle, vous avez rappelé au moins mon premier métier. Je ne fais que mon métier. C'est très bien. Bon, que les syndicats sont dans leur rôle, c'est normal. Je pense que tout le monde est dans son rôle aujourd'hui par rapport à cette réforme des retraites. Mais je pense qu'il y a beaucoup de confusion chez les Français et qu'il va falloir beaucoup de pédagogie. Je regrette qu'on n'ait pas utilisé le temps de l'ajournement de la réforme que nous avions obtenu pour effectuer beaucoup plus de pédagogie avec des chiffres clairs, parce qu'aujourd'hui on entend tellement tout et n'importe quoi. Je vous mets même au défi d'y comprendre quelque chose à la réalité des chiffres aujourd'hui, de ceux qui seront en 2031. Mais donc aujourd'hui, Christophe Blanchet, vous n'avez pas foncièrement peur d'un nouveau mouvement Gilets jaunes? C'est pas ce qui vous inquiète? Là, ça dépend quel mouvement de Gilets jaunes. Si c'est le mouvement initial qui avait eu lieu en novembre à l'époque, celui-là m'inquiète pas parce qu'il est légitime. On a une colère chez beaucoup de Français. Si c'est le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il se termine avec de la violence et des personnes qui infiltrent les rangs, celui-là m'inquiète évidemment dans les débordements qu'il pourrait y avoir. Donc j'espère réellement qu'on restera sur la base première du mouvement des Gilets jaunes, c'est une contestation pour demander plus d'égalité, plus de justice. Mais alors justement Christophe Blanchet, vis-à-vis de cette égalité, cette justice, on est en plein dans l'inflation, les prix de l'énergie sont au plus haut, des milliers de Français aujourd'hui disent qu'ils ne s'en sortent pas déjà. Est-ce que le moment il est pas un peu mal choisi pour faire cette réforme aussi impopulaire? Quand on fait de la politique, on cherche pas la popularité, on cherche à satisfaire l'intérêt général. Parce que si on cherche la popularité, il faut surtout pas faire de politique. Le but aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on a une situation sur les retraites qui est instable aujourd'hui. Je vous rappelle, quand même 345 milliards de budget, 35% du budget des retraites est payé par la dette. La réalité aujourd'hui, c'est cela. Donc il faut simplement lire le rapport du corps. Je pense que c'est ça. Oui, mais alors Christophe Blanchet, c'est assez marrant parce que là, on vous avoue, vous êtes du MoDem, vous dites le corps dit qu'il faut faire cette réforme. On a après les élus de gauche qui nous disent, donc avec la NUPES, non, le corps dit qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une réforme. Il y a différents scénarios du corps qui ont été publiés. Certains disent ça va, certains disent non, il faudrait commencer à réfléchir à une réforme. Il n'y a pas forcément d'urgence absolue. Personne n'a de la vérité absolue là-dessus. Est-ce que vous avez lu le rapport du corps? Alors le rapport du corps, il explique, on a trois scénarios. En fait, chacun choisit le scénario qui l'arrange. Vous choisissez le scénario qui vous arrange. Non, moi j'ai lu le rapport du corps et surtout l'éclairage qui a été rendu, parce que le rapport est quand même conséquent, par le haut commissaire au plan. Et je pense que je vous invite à lire ces 12 pages qui expliquent très clairement les choses. Et chacun choisit la version qu'il veut. Le gouvernement choisit une version. Je serai vigilant sur le côté de justice par rapport aux réformes qui seront proposées, justice par rapport aux carrières courtes, notamment par rapport aux femmes. Mais alors pour vous, cette réforme des retraites, Christophe Blanchet, pour vous, cette réforme, elle est juste. C'est le mot que vous employez, elle est juste. Non, parce que j'ai pas encore le contenu. Moi, j'aime bien me positionner quand je vois le texte. Aujourd'hui, je l'ai pas vu le texte, donc je ne vais pas argumenter un texte que je ne connais pas encore. Parce qu'on a quelqu'un. On ne peut faire accepter une réforme que si les Français ont le sentiment qu'elle est juste.
Et c'est là-dessus sur lequel on va devoir être très très vigilant. Justement, Christophe Blanchet, sur la justice, on a quelqu'un qui considère que le report de l'âge à la retraite, le report de l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas juste. Cette phrase, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée en 2016. Comment ça se fait qu'aujourd'hui le président et donc tous ses supporters dont vous faites partie ont changé d'avis sur cette question ? Ah non, mais moi j'ai pas changé de ligne. Je pense qu'un départ n'est pas juste quand il est allongé. Je pense qu'il doit être expliqué et qu'il faut prendre en compte. Moi je préfère parler en trimestre de cotisation, et je pense que par rapport aux premiers prémices de la réforme telle qu'on l'a, c'est un peu vers cela que l'on a, puisque celles et ceux qui ont commencé très jeunes, ils pourront partir apparemment 4 ans auparavant. Mais encore, j'ai écouté correctement votre introduction, et avec ce qui a été dit et en lisant à gauche à droite ce qui est publié, pour l'instant, moi, je n'ai pas le contenu de la réforme. Donc, je pourrais parler clairement de cette réforme, mais moi, à mon niveau, dans la majorité, je serai vigilant à ce qu'elle soit juste, équitable, qu'elle a cherché celles, et notamment les femmes qui n'ont pas eu une carrière complète pour élever leurs enfants, qu'elle s'attaque véritablement à ce qui est déficitaire aujourd'hui et qui sera déficitaire encore plus qu'en 2033, voire, et par contre, si rien ne bouge, qui retrouvera un équilibre, c'est la retraite des fonctionnaires avec les régimes spéciaux. Je serai vigilant à ce qu'elle prenne en compte l'employabilité des seniors et qu'on a cherché aussi un lien avec le retraite-emploi. Christophe Blanchet, vous voulez vraiment faire attention à ce que cette réforme elle soit juste. Est-ce que vous voulez faire attention à ce qu'elle ne passe pas forcément en force? Est-ce que vous verriez un problème à ce qu'elle passe avec un 49.3? Le 49.3 est une option légitime et constitutionnelle du gouvernement. J'entendais tout à l'heure de votre traduction, quel est le sentiment par 49.3 moi, je préfère évidemment qu'un texte soit voté à l'Assemblée et après au Sénat par le Parlement. C'est une arme légale. Est-ce que elle sera utilisée pendant ce texte? Je ne sais pas encore. Mais si on est à plus de 20 000 amendements déposés, je me rappelle dans le précédent quinquennat, lorsqu'on a étudié la réforme des retraites, à un moment, on ne pouvait pas aller au bout. Donc, je me rappelle que le Premier ministre à l'époque, Édouard Philippe, avait déclenché le 49.3. Bon. Tout va dépendre aussi. En même temps, Christophe Blanchet, si les députés jouent un rôle de posture qui cherche le conflit ou cherche véritablement un rôle d'amélioration. Christophe Blanchet, en étant réélu, Emmanuel Macron, il laissait justement entendre que sa politique, elle allait devoir trouver des compromis avec sa gauche et à sa droite, mais finalement, on a l'impression que c'est surtout à sa droite en fait qu'elle cherche des compromis, notamment avec les Républicains. Le gouvernement ira chercher les alliés qu'ils veulent. En plus de la majorité qu'elle a, j'insiste sur le fait déjà qu'il ait déjà sa majorité globale avec lui, avec une écoute aussi d'abord de sa majorité. Après, le micmac, le jeu, ça c'est leur jeu, ça me regarde pas. Moi, c'est leur boulot, chacun son boulot. Moi, mon boulot, ça va être de veiller à ce que ce texte soit équitable, juste, et que j'ai le sentiment, si je le vote, que ça va servir à l'intérêt général, et notamment les générations futures sur le fait que ça va moins leur coûter en dette. Parce qu'aujourd'hui, Christophe Blanchet, merci. Je rappelle que vous êtes député Modem du Calvados. Restez bien avec nous, on se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit d'Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Posez vos questions à Hugo Bernalicis sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG Média. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Christophe Blanchet. Je rappelle que vous êtes député Modem du Calvados. Vous faites partie de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Raphaël Bardenas, c'est vous qui démarrez avec la première question qui concerne Adrien Quatennens. Christophe Blanchet, Adrien Quatennens va revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez souhaité sa démission dès lors qu'une enquête a été ouverte à son encontre? Non. Il est député, légitimement élu. Moi, tous les députés élus sont légitimes à siéger à l'Assemblée nationale. Si la justice prononce une inéligibilité, alors elle s'applique. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice dans ce sens-là, moi je donne crédit à tous les députés tels qu'ils soient et quel que soit leur camp. C'est la justice qui tranche. C'est pas à nous de trancher une décision de justice. Allez, Raphaël. Est-ce que ce retour d'Adrien Quatennens, vous l'approuvez? Parce qu'il a été condamné, il a pris du sursis. Est-ce que vous approuvez ce retour? La justice n'a pas donné une inéligibilité. Donc l'Assemblée, je vous rappelle, c'est la représentation du peuple. Le peuple a voté en son temps pour ses députés.
Je combats les députés qui ne sont pas dans la majorité, mais je respecte leur mandat tel qu'il soit parce qu'ils sont légitimement élus par le peuple. J'en dirai pas plus parce qu'après ça fait aller sur le fond du dossier. On n'aura pas le temps d'aller sur le fond du dossier. Christophe Blanchet, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy et on reste toujours sur les affaires qui concernent l'Assemblée nationale. Il y a eu donc des gros événements médiatiques à l'Assemblée nationale ces derniers temps. On vient d'en parler, l'affaire Quatennens, mais aussi l'affaire Bayoux, l'affaire De Fournas, etc. Est-ce que l'Assemblée nationale laisse trop de choses passer ? Je pense que je fais partie du bureau de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, et je pense qu'on a un vrai travail fait avec tous les représentants au bureau, avec la présidente Yaël Braun-Pivet, pour redonner du calme, de la cohésion et de l'exemplarité. Et je pense que ce qui a été décidé sur pas mal de choses, on va dans ce sens-là. Maintenant, on est 577 députés qui ont la parole libre, c'est ça l'hémicycle. Il faut être exemplaire. Si certains ne le sont pas, ils seront rappelés à l'ordre. Ils sont rappelés à l'ordre, ils seront sanctionnés. Mais attention à ce qui se passe à l'intérieur. Donc les sanctions jusqu'alors, elles doivent pas être plus fortes ou plus importantes. Elles sont correctes. Ne mélangeons pas ce qui se passe à l'extérieur de l'Assemblée et ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée. À l'intérieur de l'Assemblée, il y a un règlement, il doit être respecté. Et je sais que je participe au fait qu'on puisse toujours être encore plus exemplaire. Les faits qui se passent à l'extérieur de l'Assemblée, un député est injusticiable comme un autre. Laissons faire la justice. Ne mettons pas la justice au peuple qui exerce le jugement avant même que les faits aient été établis par un tribunal correctement établi pour cela. On a bien compris, Christophe Blanchet, voilà. On a bien compris, merci. On va maintenant parler des vœux du président de la République avec Quentin Leport. Christophe Blanchet, Emmanuel Macron a déclaré lors des vœux aux Français pour l'année 2023 qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Comment est-ce que le président de la République a-t-il pu tenir ses propos alors que le GIEC nous avertit depuis des années sur le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit ? Moi, je suis pas là pour commenter les propos du président. Quand vous dites qui aurait pu dire ça, les reprendre, Jacques Chirac, le premier, avait dit cela, puisqu'on regardait ailleurs alors que la planète brûle. Après, il y a toujours les propos. Les vœux, c'est une opération délicate, surtout pour un chef de l'État, où rien n'est toléré, surtout pas le moindre écart de langage, même s'il y a peut-être beaucoup j'essaie de comprendre sa pensée à ce moment-là. Je pense qu'on a été débordés tous par le réchauffement climatique, par les incendies qui ont été quand même terribles. On s'attendait à ce que ça puisse arriver, mais est-ce que ça arrive autant massivement ? Je pense qu'il y a une accélération. Bon, maintenant, c'est le président de la République, il est responsable de ce qu'il dit. Moi, je suis pas là pour commenter. Vous invitez le président la prochaine fois et vous lui demandez. C'est pas moi le président. Eh bien, ça nous a pas échappé. Christophe Blanchet, vous allez retrouver Axel Rebaud pour parler Modem cette fois-ci. Christophe Blanchet, est-ce que vous avez le sentiment que la voix du Modem, elle compte vraiment au sein de la coalition du président ? Sur les 23 ministres du gouvernement, un seul est issu du Modem. Même les amendements du Modem, par exemple, sur les super profits, ne sont pas retenus. Je vais corriger ce que vous dites, parce que vous avez Sarah El Haïry du Modem, Marc Fesneau du Modem. C'est des postes importants selon vous, de premier plan ? Vous avez 4 ministres issus du Modem, donc c'est pas un seul. Ensuite, est-ce que notre voix compte ? Oui, parce qu'on fait partie de la majorité. On est quand même 51 députés, donc oui, notre voix compte. Est-ce que notre voix compte dans la distinction, rappelez-vous, du clash qu'il y a eu lorsque l'on a fait les super profits avec l'amendement de notre président Jean-Paul Mattei. Rappelez-vous, la réforme de retraite, l'ajournement, c'est quand même les démocrates que nous sommes qui obtenons un ajournement. Mais Christophe Blanchet, sur les super profits, justement, Jean-Paul Mattei avait fait cet amendement, mais au final, il n'a pas été retenu une fois que le gouvernement est passé avec le 49.3. Oui, mais on n'a pas cédé. Je pense qu'à un moment, il faut montrer qu'on ne cède pas, et quand on est convaincu d'avoir raison, après c'est le cas au gouvernement qui... Vous savez, c'est le gouvernement qui prend la décision finale. Mais nous, on a montré notre désaccord sur certains points et on marque notre fidélité à l'engagement du président, mais des désaccords lorsqu'on juge que le terrain et l'intérêt général n'est pas au rendez-vous à ce moment-là. Donc, je vous rappellerai que pendant la crise Covid, c'est quand même le Covid, et j'en suis un peu pour quelque chose, qui a fait en sorte que l'article 1 sur la reconduction de l'état d'urgence ne soit pas voté, ce qui a permis à
à l'issue de faire réouvrir les festivals, les clubs, les bars de nuit et la vie pour les jeunes que vous êtes, pour éviter que vous repassiez un été confiné et à faire être dans l'illégalité des fêtes. Christophe Blanchet, cette fois c'est une question qui nous vient de Twitter et une question de Franck de Toulouse. Emmanuel Macron envoie des millions à l'Ukraine, maintenant des chars. Est-ce que c'est le moment quand des Français en viennent à fermer leur commerce par manque d'argent ? Oui. Il faut pas mélanger les crédits, il faut pas mélanger l'argent. D'accord. Il faut dépasser. Est-ce que on prend en compte celles et ceux qui souffrent aujourd'hui en France? Oui. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Oui. Encore ce matin, vous voyez, j'ai rencontré des commerçants et des personnes qui savent pas comment ils en faire. Bon, oui, on doit réparer ces trous dans la raquette, mais mélangeons pas les soucis que le monde connaît, que l'Europe connaît avec l'Ukraine. N'ayons pas cette indécence de mélanger les crédits. Est-ce que vous comprenez que les Français se posent la question de voir que le gouvernement débloque des millions pour l'Ukraine et n'en débloque pas pour sauver les entreprises françaises? C'est quelque chose qu'on peut entendre de la part des Français, ça? Ah, complètement. Tout ce que les Français disent, on doit l'entendre. Maintenant, on doit expliquer. Les millions, on met des millions, on met même des milliards. Vous savez, pour le paquet fiscal, l'amortisseur, pour sauver les entreprises. Donc on met même des milliards. C'est pas des millions qu'on peut envoyer à l'Ukraine. Donc ne mélangeons pas ces deux crédits surtout, parce que c'est comme ça qu'on crée encore de la confusion chez nos compatriotes. Les Français, lorsqu'ils s'expriment, ont toute légitimité. Ils ont le droit. Ils ont le droit de se questionner, de se poser la question que vous posez. Nous, on doit là pour leur expliquer que ces millions-là, c'est pas ça qui va changer non plus le quotidien pour les millions de Français qui sont concernés. Mais ces millions-là sont nécessaires pour garantir une stabilité européenne parce que, attention, n'oublions pas que l'Ukraine, c'est le pays qui a été attaqué et c'est le pays qui est meurtri aujourd'hui. Et c'est le pays qui connaît la vraie vague de froid que l'on a en Europe, même si on la sent pas encore. Merci Christophe Blanchet, merci d'avoir répondu à cette question de Franck de Toulouse. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député MoDem de la 4e circonscription du Calvados. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits, c'est MRG TV, deuxième salve de Face à la bande, et cette fois c'est du côté de la France Insoumise que nous allons, puisque nous recevons l'un de ses députés, Hugo Bernalicis. Avant ça, on écoute la 10e des 500 meilleures chansons de tous les temps, selon le magazine Rolling Stones en 2021. C'est Eya du groupe Outkast qu'on écoute tout de suite sur MRG Hits. Chaque mois, retrouvez 20h, l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h27 sur MRG Hits et MRG TV, toujours en direct, en radio et en vidéo. 20h l'invité, c'est le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG Média. Chaque mois, nous recevons 2 invités politiques pour leur poser toutes les questions sans langue de bois et sans détour. Et toutes vos questions à vous, chez vous, vous pouvez les poser avec le hashtag MRG Média. Et justement, il est temps de confronter la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Hugo Bernalicis, vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 33 ans et ce mandat de député, c'est votre 2e. Vous êtes engagé très tôt en politique puisqu'en 2006, à 17 ans, vous adhérez au Parti Socialiste. 2 ans plus tard, vous rejoignez le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Professionnellement, vous exerciez le métier d'attaché d'administration au sein du ministère de l'Intérieur. Mais c'est pour votre passion pour les jeux vidéo et votre addiction pour les lives Twitch, notamment dans l'hémicycle, qu'on vous connaît aussi. Hugo Bernalicis, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Hugo Bernalicis, pour votre consoeur Daniel Simonet, les instances de la France Insoumise doivent être élues par les militants. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut démocratiser le parti aujourd'hui? Écoutez, il y a des progressions à opérer. Il y a eu une assemblée représentative récemment qui a fait des propositions de nouvelles structurations. Les choses suivent leur cours. Je ne suis pas un grand fan des votes en permanence tout le temps en interne, parce que souvent les votes sont les occasions surtout de règlement de compte plutôt que de moments où on se propulse vers l'extérieur, où on va convaincre, et qui sont des moments. Il y a peut-être un juste milieu alors, quand même. Il y a peut-être un juste milieu entre l'absence totale d'élection qu'il y a eu pour la désignation d'Emmanuel Bompard et ce que vous désignez.
on se retrouverait dans les mêmes situations qu'en réalité le Parti socialiste, dans les turpitudes dans lesquelles il s'est trouvé. Si c'est pour avoir en permanence des batailles de courants et que les gens se disent c'est ça la politique, c'est les gens qui se battent entre eux en permanence et qui savent pas dégager des idées à l'extérieur, ça pourrait poser un problème. Donc il y a un dosage à opérer. Hugo Bernalicis, là, dans la bonne direction. Vu de l'extérieur, on a l'impression que les gens se battent quand même quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de vote là. Il y a quelques jours un poids lourd du parti qui parlait anonymement à l'AFP, qui expliquait que selon lui, Emmanuel Bompard s'est auto-désigné, a fait une direction à sa main, une purge. Est-ce que c'est une purge qui a eu lieu au parti selon vous ? Bon, vous savez, les gens qui font des déclarations anonymes, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de les commenter. Soit ils ont des choses à dire publiquement. Il y a certains collègues qui l'ont fait. C'est le cas de Daniel Simonet, c'est le cas d'Alexis Corbière, c'est le cas de quelques. Ah, alors, monsieur Bernalicis, je ne sais pas si on nous entend, on vous a perdu. C'est bon. Vous êtes de retour. Ouais, ça saute un petit peu, mais je disais dans la nouvelle direction, certains ne s'y retrouvent pas, mais c'est parce que en fait je pense qu'il y a un hiatus ou une incompréhension, peut-être des volontés déjà, des velléités pour les. Mais alors vous, c'est pas votre cas, c'est ce que vous nous dites, Hugo Bernalicis. Pour vous, cette nouvelle direction, elle vous satisfait parfaitement? En fait, la seule chose que font les collègues qui remettent des pièces dans la machine en permanence d'un point de vue médiatique, c'est qu'ils font l'étalage de ce que je décriais tout à l'heure comme étant inopérant, non productif, qui dégoûte les gens de la politique. Donc moi, j'adjure qu'on arrive à trouver des solutions pour s'entendre. Et il y a des batailles politiques majeures à mener. Voilà, il y a la réforme des retraites qui arrive, qui va être discutée à l'Assemblée dès le début du mois de février, qui est une échéance qui va concerner toutes les Françaises et tous les Français. Le décalage de l'âge. Voilà, encore une petite coupure avec une coupure Internet, parce que nous passons par Internet, juste le temps que Hugo Bernalicis revienne. Voyez, il est là. Mais alors Hugo Bernalicis, si vous m'entendez bien, j'ai juste une question, parce que vous nous dites oui, il y a des combats qui vont devoir être menés face notamment à la réforme des retraites, et donc vous voulez un parti uni pour mener ce combat, mais un parti uni derrière Emmanuel Bompard, et c'est tout. Bon, en disant ça, déjà, vous êtes vous-même dans la provocation et c'est un peu dommage parce que ça aide pas à comprendre. Je vous pose cette question puisque c'est quelque chose qui est pensé par beaucoup de personnes, y compris au sein du corps militant de la France Insoumise. Hier, Jean-Luc Mélenchon, alors que Manuel Bompard existait déjà, que moi aussi j'existe. Regardez, on est en train de discuter, vous êtes en train de m'interviewer. Donc résumer les choses de la sorte, c'est plus que réducteur. Et d'ailleurs, il y a des meetings qui sont en train de s'organiser partout dans le pays et ils n'ont pas attendu. Nous n'avons pas attendu. L'organisation n'a pas attendu les discussions internes et la réorganisation interne sur la direction pour faire des meetings partout dans le pays, y compris des meetings dans les universités. Et vous savez qu'il y a une journée de mobilisation. Voilà, encore une fois, petite coupure, la connexion avec le Nord semble un petit peu compliquée, mais voilà, ça va revenir. Qui saute en permanence. Ça y est, vous êtes de retour, Hugo Bernalicis. Ouais, je suis de retour. Et je disais, voilà, ça a débouché notamment sur la date du 21 janvier prochain, et c'est une excellente chose. Voilà, donc on est dans les mobilisations, mais j'ai l'impression que certains voient un intérêt à parasiter tout ça pour leurs intérêts propres. Je le déplore. Je trouve que c'est pas sérieux et j'espère qu'on va pouvoir. Alors du coup, selon vous, Hugo Bernalicis, c'est un peu de l'hypocrisie que vous voyez dans vos collègues Alexis Corbière, Clémentine Autain, ceux qui disent qui étaient très contents d'être dans la direction auparavant et d'un coup ils sont plus là, d'un coup ils crient à l'antidémocratisme en fait. Alors, il n'était pas dans la précédente direction. Enfin, moi, je veux bien de toute façon, il faudrait regarder notre organisation concrète en interne. Il y avait plusieurs espaces et la direction opérationnelle, Alexis et Clémentine, n'y était pas. Il y avait une coordination politique avec l'ensemble. Voilà, encore un petit problème avec le Nord, mais on commence à avoir l'habitude maintenant, ça va revenir dans quelques instants. Hugo Bernalicis est de retour. Je suis de retour, j'espère que ça va être plus stable. Fabuleux. Allons-y. Hugo Bernalicis, très rapidement. Donc, je vous disais, la précédente direction, il y avait une coordination politique avec des représentants pour les différents partis politiques qui composent la France Insoumise, donc Clémentine Autain faisait partie. Et là, la proposition qui a été faite à la dernière assemblée représentative et la direction dite opérationnelle, l'exécutif de l'organisation politique. Par contre, la question des discussions politiques a été renvoyée à plus tard pour la création d'un conseil politique. Donc moi,
je veux bien qu'on se fasse plaisir, qu'on se raconte que les uns sont dans la direction, pas les autres, etc. Mais c'est pas exactement comme ça que les choses se représentent en interne. Et encore une fois, je pense que c'est dommage parce que ça ne nous projette pas vers l'extérieur. Donc encore une fois, j'espère que Alexis, Clémentine et d'autres trouveront le moyen à la fois de régler ces problèmes-là en interne, parce que je ne crois pas que ça se règle par tribune de presse interposée, parce que sinon, en fait, ça fait des interviews quasi intégrales que sur ça dès que je suis sur un média, ce qui est le cas là maintenant, et on ne parle pas des retraites, et on ne parle pas des états généraux de la justice et des annonces de Dupond-Moretti, et on ne parle pas de la réforme de la police judiciaire, et on ne parle pas de l'inflation et de la vie chère, et on ne parle pas de l'explosion du nombre de SDF dans le pays. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle de politique. Hugo Bernalicy, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Et dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver Yves Tréhard qui ce soir est notre observateur de l'actu. Avant ça, la bande est prête, c'est parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Hugo Bernalicy, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription du Nord et vous allez retrouver Axel Reybaud tout de suite, cette fois pour parler d'Adrien Quatennens. Hugo Bernalicy, voilà, on aimerait parler d'Adrien Quatennens avant, bien sûr, d'aborder les retraites, la vie chère et l'énergie. 1 millier de militants et de militantes LFI et NUPES ont signé une tribune pour exiger la démission d'Adrien Quatennens de la France Insoumise. Est-ce qu'il faut qu'il parte aujourd'hui, selon vous ? Moi, je ne m'en tiens qu'à la décision que nous avons prise dans le groupe parlementaire, qui est celle de sa mise en retrait du groupe pour une durée de 4 mois. Et voilà, nous avons pris cette décision. Mais vous avez un avis. Vous avez un avis, Hugo Bernalicy, quand même, là-dessus, parce que vous vous rangez derrière la décision du parti. Mais quel est votre avis à vous personnellement ? J'ai pas d'avis. Mon avis, c'est la. Vous n'avez pas d'avis ? Non, j'ai pas d'avis. Si j'en ai un, c'est celui pris par mon groupe parlementaire. Et croyez-moi qu'il est le fruit de longues et laborieuses discussions qui ont abouti au fait que chacun respecte cette décision. Et encore une fois, je déplore ceux qui ont un agenda particulier, personnel, veulent régler des comptes, briller. Et vous parlez de qui en particulier ? Je ne parle de personne en particulier, puisqu'il y en a 1000 au moins qui ont signé une tribune, dont des anciens, des futurs ex, des ex-futurs. Bon, ça les regarde, ils font bien ce qu'ils veulent, et moi je ne me sens pas concerné. Ils doivent partir, ça, ils doivent partir selon vous ? C'est même déplorable et encore une fois inefficace politiquement. Ils doivent partir selon vous ? Je ne pense pas qu'ils doivent partir, puisque ce n'est pas la décision que nous avons prise. Il est en retrait pour 4 mois et il reviendra au bout de 4 mois. Axel Reybaud. Donc vous considérez aujourd'hui qu'Adrien Quatennens, il a encore sa part à jouer à l'Assemblée, au moins en non inscrit, et à terme donc avec la France Insoumise, il a encore des cartes à jouer pour aider le mouvement. Des cartes à jouer, je sais pas comment vous figurez la politique, c'est pas un jeu de cartes, hein. Donc il a été son aide sera précieuse pour l'avenir du parti, c'est ce que ça veut dire. Il fait ça depuis 5 ans, il va continuer à le faire, il l'a fait efficacement, ça a gêné personne jusqu'à présent. Là, il est mis en cause pour des faits qui sont certes publics aujourd'hui, mais qui relèvent de sa vie privée. Il n'y a pas de récrimination sur les actes politiques qu'il a pu poser, c'est sur les actes privés qu'il a posés et qui nous concernent, et c'est pour ça qu'on a pris les décisions qu'on a prises. Donc Adrien, oui, il est député, il continuera d'être député. S'il veut démissionner, la décision lui appartient. On ne peut pas le démissionner, ni l'inviter à démissionner, etc. Tout ça, ce sont des fadaises. Et donc, à partir du moment où il est député, il siège à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il ne siège pas dans le groupe, puisque c'est la décision que nous avons prise de le mettre en retrait du groupe, et ce qui implique son retour, évidemment, dans 4 mois, parce que je crois que quand on est sanctionné pour quelque chose, une sanction, elle doit avoir un début et une fin. On a bien compris, Hugo Bernalicy, on a bien compris. On va passer à un tout autre sujet maintenant, Hugo Bernalicy, puisque nous allons parler des retraites, et on commence avec Raphaël Bardena. Hugo Bernalicy, la NUPES souhaite afficher un front commun contre la réforme des retraites. Pourtant, le PS n'est pas convaincu d'un départ avancé à 60 ans. Le PCF souhaite la retraite après 37 années et demie de cotisation et non 40 comme LFI. Comment la NUPES veut s'afficher comme un front commun alors que vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le régime des retraites que vous souhaitez ?
Alors, tout le monde a été d'accord sur le programme sur lequel on a été élu parlementaire réciproquement, chacun dans nos circonscriptions, et c'est la retraite à 60 ans, point. Si les uns et les autres veulent refaire le match et dire autre chose, ça les regarde. La position de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur laquelle nous avons été élus, c'est la retraite à 60 ans. Alors, chacun a ses variables. Certains disent oui, 60 c'est bien, mais il faut tendre vers 37,5, vous l'avez dit pour les communistes. D'autres disent 60, d'accord, mais il y a peut-être des métiers, des catégories d'emploi où on peut peut-être aller jusqu'à 62, 62, enfin 62,5, ce qui est le cas du système actuel. En fait, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à rompre avec la politique catastrophique qu'avait menée François Hollande en sautant, et notamment sur la dernière réforme des retraites faite par le Parti socialiste. Donc voilà, mais en tout cas, le point d'équilibre et celui sur lequel on s'est tous retrouvés pendant la campagne des législatives, c'est la retraite à 60 ans, et ça restera le mot d'ordre. Hugo Bernalici, on continue sur les retraites, mais cette fois concernant les compromis, et vous allez voir ça avec Quentin Leport. Hugo Bernalici, la Première ministre, a annoncé cette semaine que l'âge de départ en retraite n'est pas un totem. À quel compromis êtes-vous prêt à la France Insoumise alors que la Première ministre laisse entendre que l'exécutif n'est pas fermé au dialogue ? Mais fermé au dialogue de quoi ? Il n'y a pas de dialogue. L'idée de départ, c'est allonger la durée de cotisation. Voilà. Donc et la date de départ à la retraite. C'est le préalable à toute discussion. C'est la raison pour laquelle, quand notre présidente de groupe, Mathilde Panot, a été reçue par la Première ministre, l'entretien a duré 5 minutes. Mais sa déclaration semble vouloir dire qu'elle est prête quand même à une certaine discussion, peut-être à ne pas maintenir les 65 ans et que ce soit un âge différent. La dernière fois qu'ils nous ont fait ce sketch-là et cette farce, ça a été pendant le budget, avec les dialogues de Bercy. On est prêt au compromis, blablabli, blablabla, et à la fin 49.3. Enfin, ça va, quoi. On n'est pas les perdreaux de l'année. Soyez pas vous-même naïfs. Il n'y a pas de discussion possible. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. C'est celui qui l'a encore le mieux résumé, c'est Olivier Véran en tant que porte-parole, qui a dit je vous rassure, personne ne partira après 67 ans. Ah bon, monsieur, chouette. Merci monseigneur. Dans quel monde vivent ces gens ? Parce que il faut savoir que la plupart des gens aujourd'hui meurent à 58, 59, 60, 61 ans pour les métiers les plus difficiles. Ça veut dire qu'on va décider que des gens vont mourir au travail et n'auront pas de retraite. Voilà. Hugo Bernalici, on doit avancer. Cette fois, c'est une question qui nous vient de Damien de Fréjus, une question qui a été posée sur Twitter. Hugo Bernalici, aucune de vos motions de censure n'a abouti jusque-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez arriver à stopper la réforme des retraites ? Ben, j'en sais rien si on va réussir à la stopper, mais on va tout faire pour. Ça, j'en suis sûr. Ça, on va se donner tous les moyens, à la fois avec des meetings. Il y a un meeting commun qui va avoir lieu de toutes les forces de la NUPES à Paris. Il y a les campagnes qu'on mène. Il y a la date de mobilisation, je le répète, pour ceux qui veulent se mobiliser et qui vous écoutent et qui nous écoutent, le 21 janvier prochain. Ce sera le top départ de la mobilisation, et notamment mobilisation unitaire. Donc, les conditions pour lesquelles on gagne contre cette réforme, c'est la mobilisation populaire, c'est la grève, ce sont les manifestations, et c'est aussi le fait de réussir à faire en sorte que la droite ne s'allie pas, et que les Républicains ne s'allient pas avec la Macronie et le Rassemblement national aussi, puisque le Rassemblement national a des positions plus que mouvantes. Hugo Bernalici, on va juste terminer avec une dernière question. Je suis désolé de vous couper, une dernière question d'Adrien Hardy qui concerne Daniel Obono, très rapidement. Pour diminuer le chômage, Daniel Obono porte un projet de loi inspiré du programme Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui vise à ce que l'État soit en dernier ressort l'employeur des chômeurs. Très rapidement, plusieurs millions de chômeurs vont travailler pour l'État du jour au lendemain, c'est ça l'idée ? Oui, alors c'est pas pour l'État, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce qu'en fait ça existe déjà en partie. L'idée c'est de pousser la logique beaucoup plus loin. Ça s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont des structures qui sont mises en place où en fait l'équivalent de ce qui est donné très rapidement en RSA ou en différentes aides aux personnes est donné en fait à cette structure territoire zéro chômeur de longue durée. Et voilà, malheureusement, encore une fois, nous sommes pris par le temps. C'est la fin du temps imparti. Merci Hugo Bernalici d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription du Nord et que vous êtes de la France Insoumise. Face à la bande, votre rendez-vous politique.
Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous retrouverons l'Observatoire de l'actu. Avant ça, c'est un titre qui aurait dû figurer sur l'album d'Orelsan, Civilisation, sorti en 2021, mais qui n'a pas pu être enregistré parce que les deux artistes n'ont pas réussi à se synchroniser. Mais le titre a quand même réussi à voir le jour. C'est évidemment d'Orelsan et de la Belge Angèle sur MRG Hits Online. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. On est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube très vite. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Yves Tréhard. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yves Tréhard, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué le mois de décembre ? Bonsoir. Écoutez, le sujet d'actualité politique qui m'a marqué au mois de décembre, c'est toujours et encore l'actualité des retraites, parce que finalement, toute la vie politique française tourne autour de cela, de savoir si cette réforme qui consiste à demander aux Français de travailler plus longtemps, va faire exploser la marmite. On sait que la France est un pays chatouilleux, un pays volontiers gueulard, un pays qui aime se révolter. On va voir si maintenant ça sera le cas avec cette réforme des retraites. Donc ça a été un événement marquant du mois de décembre. Après, les autres événements marquants, c'est que on s'est aperçu que dans le paysage politique français, les partis politiques, précisément, changeaient de tête. Il y a des nouvelles têtes à la France insoumise qui se font jour, avec Manuel Bompard, et puis des histoires de violence conjugale, qui ont mis de côté des prétendants qui pouvaient être des favoris dans la succession à Jean-Luc Mélenchon. Il y a Éric Ciotti qui a été élu pour diriger le parti des Républicains. Est-ce qu'il va le sauver? Ça, c'est la grande question. Personne ne le sait parce que le parti des Républicains, est en bien mauvaise posture. La droite a été happée d'un côté par le Rassemblement national et puis de l'autre côté par Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, précisément, s'est donné aussi un nouveau patron en la personne de Jordan Bardella qui a remplacé et qui a succédé à Madame Le Pen, Marine Le Pen, qui elle veut se consacrer pleinement à l'élection présidentielle, semble-t-il, alors qu'elle avait dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs que c'était pas certain qu'elle se présenterait à l'élection de 2027. Donc vous voyez, il y a eu un peu de renouvellement dans la classe politique et ça va continuer d'ailleurs au mois de janvier avec le Parti socialiste. Est-ce que Olivier Faure, qui dirige le Parti socialiste, va réussir à continuer, va réussir à garder son poste? C'est pas évident. Alors là, je vous parle de gens, d'ailleurs, de noms. Je vous cite des noms. C'est pas sûr que ces noms soient très populaires dans la population et qu'ils soient très connus, d'ailleurs. C'est vous dire combien la politique a changé de physionomie. Yves Tréhard, quelle est pour vous la personnalité politique qui a été au top au mois de décembre? La personnalité qui a été au top au mois de décembre, c'est probablement Manuel Bompard. D'accord. Manuel Bompard, que personne ne voyait être le futur Manitou, je dirais, de la France insoumise. Il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon est toujours là, mais Manuel Bompard succède donc à Adrien Quatennens, qui est obligé de se mettre de côté, et Emmanuel Bompard qui a fait un peu le ménage à l'intérieur d'ailleurs de la France insoumise, contre toute attente, des noms connus et des visages connus, comme Clémentine Autain, comme Éric Coquerel, ont été écartés de la direction de la France insoumise, et on voit que c'est lui qui règne en maître après, il faut pas l'oublier, après évidemment Jean-Luc Mélenchon, parce que rien de ce qu'il n'a fait n'a été fait sans l'accord de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. Et Yves Tréhard, à qui est-ce que vous adresseriez un flop du coup pour ce mois de décembre? Puisque là on a vu votre top, Manuel Bompard, et maintenant votre flop c'est qui? Alors le flop, d'une certaine façon, ça va vous étonner. Mais en tout cas vous réfléchissez moins. Non, mais ça sera peut-être Sandrine Rousseau, parce que vous savez qu'il y a eu un renouvellement aussi chez les Verts, Europe Écologie Les Verts,
Et donc c'est Marine Tondelier qui est arrivée en tête de l'élection pour diriger ce parti, cette formation, et tout le monde s'attendait à ce que Sandrine Rousseau, qui a été, eh bien, je dirais, qui a pas mal animé quand même la politique en 2022, eh bien que sa candidate arrive en tête des trois candidats qui étaient des trois candidates qui figuraient pour succéder, enfin pour prendre la direction et pour succéder à Julien Bayou. Il y a finalement non, Sandrine Rousseau n'a pas du tout été suivie par les militants, et c'est Marine Tondelier donc qui prend la succession de Julien Bayou. C'est une femme déterminée, mais une espèce de modus vivendi entre Yannick Jadot, qui lui prône une écologie de gouvernement, et Sandrine et Madame Rousseau qui elle veut carrément procéder à une rupture par rapport à tout ce qui a été fait chez les écologistes jusqu'à présent. Et Yves Tréhard, très rapidement, quelle est pour vous la personnalité politique qu'on doit surveiller cette année? Eh bien, je dirais que la personnalité politique qu'on doit surveiller, c'est probablement quand même Jordan Bardella, qui est un très jeune homme dans une fonction importante, puisque si on regarde bien, c'est quand même lui qui dirige le plus grand parti après la majorité présidentielle, le plus grand parti de l'Assemblée nationale, hein, le Rassemblement national, et il est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, à se distinguer du reste de la troupe. Yves Tréhard, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint du journal Le Figaro. Merci d'avoir commenté l'actualité politique. L'Observatoire de l'actu. Le 5e numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Le député MoDem de la 4e circonscription du Calvados, Christophe Blanchet, et le député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, Hugo Bernalici, ainsi que le journaliste politique Yves Tréhard, qui était notre observateur de l'actu. Merci également à la bande, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Raphaël Bardena, que vous retrouvez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Il recevra notamment Maître Nicolas Gemsa, avocat des parties civiles au procès de l'attentat de Nice, ainsi que l'humoriste et ancien braqueur David Desclos. Avant ça, je vous dis au revoir en musique avec Yellow de Coldplay, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 20h l'invité, en direct toujours.